avec ce préambule et grâce à Marc Atala qui a permis de parler de la question de manière un petit peu générale. Et moi, je vais faire quelque chose que je trouve un peu surprenant. J'espère que ça ne vous surprendra pas trop, mais c'est de centrer ma présentation sur mon parcours et mon cheminement à titre d'exemple. Il y a pas mal de personnes qui auraient pu être ici à ma place, à commencer par Elisabeth von Harburg, dont on vient de parler, qui vit au Canada, mais qui est française d'origine, qui est parfaitement francophone, et qui aurait peut-être été encore plus bavarde que moi, mais je le suis déjà pas mal, donc je vais essayer de ne pas déborder trop sur le temps dont on dispose. On aurait chacune pu raconter des choses sur nos vies et nos parcours, mais puisque la bibliothèque Filigrane et l'association Kyrielle m'ont fait le plaisir de m'inviter, j'en profite honteusement pour vous raconter des petites choses sur mes réflexions personnelles. Et puis, nous allons peut-être à tour de rôle, enfin, on va voir comment on s'organise, vous lire des petits passages de certaines nouvelles qui seront dans le fil conducteur de ce dont on va parler. Alors, pour vous raconter un peu comment j'ai découvert la science-fiction et comment je suis tombée dedans toute petite, on est quand même assez nombreuses en tant que femmes, sans doute de plus en plus, à être tombées dans la science-fiction. Et en fait, je crois qu'ici, on ne parle pas que de science-fiction. On verra s'il y a des clarifications à faire. Mais disons, dans l'imaginaire, on est très très nombreuses à être tombées, et souvent très jeunes. Beaucoup de gros lecteurs ont commencé à lire très jeunes d'ailleurs, je crois. En tout cas, mon parcours personnel, il est un petit peu atypique au départ, puisque il se trouve que j'ai appris à lire très très tôt. Mes parents me disent qu'à 3 ans et demi, je lisais déjà bien. Et mon histoire personnelle et familiale fait que je ne suis pas allée à l'école classique, enfin j'ai pas été scolarisée dans un cadre scolaire avec d'autres enfants avant l'âge de 9 ans, avant d'entrer en 6e. Donc pendant toute cette période, entre 4 et 8 ans, j'ai vécu une enfance très solitaire, où ma principale occupation a été de lire toute la bibliothèque de mes parents, où il n'y avait pas autant de livres qu'ici, mais il y avait quand même de quoi s'occuper, et au rythme d'un livre par jour, je suis arrivée au bout de la bibliothèque de mes parents à peu près à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai lu Les Contes du Chat Perché, pour commencer, de Marcel Aimé, qui est un grand souvenir, un livre que j'ai adoré. J'ai lu Jules Verne, évidemment, il y avait quelques Jules Verne, et 20 000 lieues sous les mers a été un souvenir remarquable aussi. Et puis après, il a bien fallu que je passe à d'autres choses. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de littérature pour la jeunesse, de collections spécialisées. Maintenant, il y a un créneau commercial très riche et très bien rempli. C'était pas tout à fait aussi vrai. J'ai quand même un âge respectable. Enfin, non, respectable, c'est peut-être pas le terme qui convient. Mais j'ai un âge certain qui fait que, à l'époque, après, je suis passée à Balzac, à Gide, à Alberto Moravia. Alberto Moravia m'avait beaucoup marqué à l'époque. Puis je suis revenue à Marcel Aimé. Il y a des très beaux romans de l'imaginaire de Marcel Aimé, La Vouivre par exemple. Et puis le Passe-Muraille. Et puis dans le recueil du Passe-Muraille, il y avait Les Sabines, qui est un de mes souvenirs extraordinaires de lecture. Cette fille qui a la capacité de se dédoubler en plusieurs exemplaires d'elle-même, qui partagent leurs expériences et qui partagent aussi toutes les activités que l'on aimerait mener simultanément. Et puis voilà, puis j'ai lu Émile Zola, et puis j'ai lu des trucs qui me passionnaient plus ou moins, mais il me fallait ma dose. J'étais relativement boulimique à l'époque. Enfin, et puis un jour, mes parents m'ont trouvé en train de lire Lucienne et le boucher de Marcel Aimé, qui était un des derniers que je n'avais pas encore lu. C'était une pièce de théâtre limite grivoise, enfin disons que c'est assez leste. Donc moi ça me dérangeait pas trop. Quand on ne comprend pas tout ce qui est implicite dans un texte, on n'est jamais scandalisé. D'ailleurs, personnellement maintenant, j'encourage vivement mes enfants à piocher dans l'intégralité de la bibliothèque. Je ne crois pas que quoi que ce soit puisse choquer un lecteur s'il n'est pas en capacité de l'interpréter, de se l'approprier. Donc je ne suis pas inquiète. Mais mes parents ont poussé des grands cris,
et se sont dit, il faut absolument faire quelque chose, on ne peut pas la laisser continuer à explorer ce qui se trouve sur les étages du haut. Donc mon père a commencé à me ravitailler en ouvrages qu'il allait chercher à la bibliothèque du comité d'entreprise. Béni soit-elle, il m'a rapporté des tas de choses. Et il m'a rapporté, entre autres choses, de la science-fiction qu'il lisait un petit peu, mais sans être... qu'il lisait parmi d'autres lectures. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette bibliothèque, il y avait les plus grands auteurs et les plus grandes collections de science-fiction, c'est-à-dire tous les ailleurs et demain, les présences du futur, enfin les collections de prestige dans lesquelles on trouvait de la grande littérature, de la littérature avec des idées, de la littérature extrêmement stimulante pour l'esprit. Et moi, à l'époque, qui passais mon temps assise sous la table de la cuisine avec un livre dans les mains, avec un univers tout petit, parce que j'en avais pas conscience, n'ayant pas connu autre chose, mais c'était quand même un univers très restreint avec très peu d'interrelations justement avec d'autres. J'ai eu l'impression d'avoir un univers personnel qui devenait absolument immense. Et en particulier, je me souviendrai toujours du premier choc que j'ai éprouvé avec la lecture d'un roman de Norman Spinrad qui s'appelle Les Solariens, qui est souvent considéré comme un roman mineur. Mais à l'âge et à l'époque où je l'ai lu, dans le contexte, ce roman qui racontait c'était une aventure interstellaire, mais c'était pas ça qui m'a complètement ébloui dans ce roman. C'était les formes d'organisation sociale qui étaient décrites, dans lesquelles des communautés se formaient sur des principes de complémentarité, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec moi, ce qui me semblait être à l'époque la seule manière logique, évidente et normale de s'organiser, c'est-à-dire d'avoir des familles avec le père, la mère et les enfants. Des fois, il n'y avait pas d'enfants, et des fois, les gens n'étaient pas encore mariés. Mais quand on était en groupe, on était en famille, en gros, avec des cousins, des grands-pères, avec des petites variantes. Mais je ne connaissais que ce modèle. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai trouvé ça complètement extraordinaire. Bon, j'étais petite, soyez indulgents, mais puis je ne connaissais pas. Il y avait des kibboutz, sans doute, il y avait d'autres expériences qui existaient en vrai, mais je me suis dit, c'est extraordinaire, on a le droit de remettre en cause des choses qui paraissent complètement évidentes et que nous appelons naturelles sans trop nous interroger, pour mettre autre chose à la place. On a au moins le droit d'y réfléchir. Et puis, se donner le droit d'y réfléchir est une forme de liberté extraordinaire. Donc le jour où j'ai compris ça, je me suis mis à lui réclamer des ouvrages de ses collections. D'ailleurs, je sais pas, il ne faut pas que je fasse trop de digression, mais j'ai lu comme ça, dans mon jeune temps, une quantité de chefs-d'œuvre, et j'ai passé après une bonne dizaine d'années à chercher, à rencontrer des connaisseurs du genre, ou des libraires, ou des bouquinistes, pour leur dire, est-ce que vous savez de qui c'était, quel était l'auteur et quel était le titre, cette histoire complètement géniale dans laquelle il y avait ceci et cela, et il se passait ça. Parce que quand on lit des grands ouvrages et qu'on a un jeune âge, on ne pense pas à noter les références bibliographiques. Donc il faut les reconstruire après. Donc voilà, ce que j'ai découvert grâce à la science-fiction et qui a vraiment donné le fil conducteur de toute ma vie, y compris professionnelle, c'est le fait qu'il y a des évidences qu'il est bon de questionner, qu'il est intéressant à chaque fois qu'on peut s'en donner la possibilité, parce qu'elle n'arrive pas toute seule, la possibilité, on se la donne, on se l'offre à soi-même. Il est toujours intéressant d'essayer de se demander si on n'aurait pas pu construire les choses autrement, si on ne peut pas essayer d'imaginer un autre principe sur lequel on pourrait fonctionner dans le même monde. Il ne s'agit pas, la science-fiction n'essaie que rarement d'imaginer des mondes qui n'ont rien à voir avec le nôtre. La science-fiction ne raconte pas n'importe quoi et surtout ne parle pas de n'importe quoi. Simplement, elle essaie d'inventer d'autres solutions et d'autres modes d'organisation. Donc voilà, j'étais mordue et je le suis toujours. Et maintenant que je suis un petit peu plus passée du côté des auteurs, ce bonheur extraordinaire d'essayer d'inventer d'autres manières de faire, de s'y prendre, de communiquer, d'organiser les choses, eh bien, le faire en tant qu'auteur, c'est un plaisir immense. Donc, si vous voulez bien, je peux peut-être
vous communiquez, je ne sais pas si ça vous donnera un plaisir de lecteur, mais comment j'ai joué avec tous ces principes-là, avec le chemin de la rencontre qui est dans les espaces insécables. Alors, si on s'est bien organisé, il est numéroté 1, vous voyez comme c'est préparé. Juste pour voir ce qu'est le début du chemin de la rencontre, où finalement on a affaire à une société qui communique d'une manière tout à fait différente de la nôtre et qui crée d'une manière tout à fait différente de la nôtre.